Radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Ouvrons le deuxième livre du mois avec grand plaisir. Le titre, La fille du policier. C'est un recueil de nouvelles. Faut dire que cette nouvelle a été écrite notamment par David Fion. Que peut-on dire de ce recueil de nouvelles? Eh bien, le recueil explore avec audace et sensibilité les méandres de l'intimité, du désir et des relations humaines à travers les récits marquants. Chaque histoire est une plongée dans les souvenirs affectifs de l'auteur entre amour, contrariété, passion fugace, les confidences sans phare. Le style est direct, parfois provocateur, mais toujours empreint d'une sincérité touchante. Les personnages, notamment féminins, au cœur de chaque nouvelle, incarnent la force, la complexité et la beauté de la femme africaine. Qu'il s'agisse de Nikez, Aline, Sonia ou Mélissa, elles sont tour à tour muses, énigmes, blessures ou révélations. Le livre célèbre leur présence en interrogeant les dynamiques affectives et sociales qui les entourent. Des thèmes comme l'intimité, le désir, la mémoire affective, le portrait des femmes africaines, ainsi que les leçons de vie personnelle reviennent. L'auteur est aux multiples casquettes. Il est donc politologue, spécialiste en relations publiques et presse, communicant, chroniqueur média, passionné d'art et de la culture. La fille du policier est sa toute première production littéraire. Le moment de la lecture, le moment de la réflexion. David Fion, bienvenue au Point littéraire. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez proposé sur la place publique La fille du policier. C'est un recueil de nouvelles publié aux éditions de Midi. On est tout de suite tenté de se poser la question sur vos multiples casquettes. Politologue d'abord, parce que vous avez fait l'université de Soie et vous continuez ou bien on a déjà mis une pause? J'ai marqué un temps d'arrêt et puis avec des multiples occupations que j'ai endossées. Oui. J'ai dû mettre une pause en attendant de voir comment envisager l'avenir plus sereinement. Au Cameroun, les longs crayons, ça fait un peu peur quelquefois. Parfois, ça fait peur, mais en réalité, c'est quelque chose que les Camerounais sont déjà capables d'assumer quand même. Donc, je pense que c'est quelque chose qui rentre dans notre culture, dans nos façons de vivre, dans nos façons d'être. Alors, qui est politologue? Que fait-il au quotidien? Quelle activité mène-t-il? Pour ceux qui nous écoutent, qui auront peut-être le baccalauréat l'année prochaine. Le politologue, c'est celui qui analyse les faits politiques. Oui. C'est-à-dire, comme l'élection qui vient de se dérouler, qui s'est achevée hier, le politologue intervient comme le phare, celui qui va éclairer la société sur comment procéder. Par exemple, les armes qu'il faut avoir pour choisir son candidat de manière objective. Là, on parle des armes intellectuelles. Intellectuelles. Oui, pas d'armes... Non, pas des armes militaires, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est à peu près ça. Comment scruter Ça, et savoir reconnaître, oui. C'est un seul pan. C'est un pan. Il y en a tellement. Oui. C'est-à-dire, on peut explorer les méthodes électorales. On peut explorer la socio-anthropologie, comment se comporter dans notre société, avec l'autre, avec son environnement. Ce n'est pas la politique politicienne. En fait, donc le politologue n'est pas forcément un politique. Il n'est pas un homme politique forcément, c'est un scientifique. Oui. Mais il peut accompagner le politique. Très important, c'est-à-dire qu'en termes de comment communiquer, attirer les lecteurs, ça c'est le pan qu'on qualifie communicant politique. Oui.
c'est-à-dire qui t'accompagne dans ton marketing. Tu veux être candidat, tu veux postuler, comment conduire ta candidature afin d'attirer le plus grand nombre de ta cause. C'est ça. Vous êtes un spécialiste des relations publiques et aussi, presse. Par la suite. Oui. Oui. Je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle les relations publiques, les relations avec... Après ça, c'est ce que j'ai appris sur le terrain. Oui. Donc, c'était plus par passion en réalité, parce que je voulais pratiquer ce métier en fait. C'était à peu près ça. À côté de ça, vous êtes communicant. Je suis communicant, mais parfois ce n'est pas trop ça. Je suis plus dans les relations publiques en réalité. Alors, le communicant, c'est qui? Le communicant, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire quoi? Vous gérez le plan média, par exemple, d'un artiste. Ça, je l'ai fait par le passé. Oui, un peu moins maintenant. Non, ça, c'est plus trop mon truc. Déjà que maintenant, c'est moi qui suis au centre des attentions, qui veut être au centre des attentions. C'est-à-dire que moi, je dois être celui pour qui on communique actuellement. Donc, j'ai essayé de me mettre. Et déjà, pour rédiger ça, ça m'a pris quand même un certain temps. Il fallait que je mette... Il fallait mettre une pause dans plusieurs activités. Alors, il y a La fille du policier, un recueil de nouvelles. Ouais. Déjà, au niveau de la première des couvertures, on imagine bien qu'en concertation avec vous, cette couverture a été choisie. On voit une jeune fille avec le pagne à l'africaine. On voit également des bracelets. Des bracelets qu'on voit de moins en moins des filles porter ou arborer. Mais ce sont des symboles quand même de la féminité et surtout de l'africanité de nos femmes. Tout à fait. Quel est le regard que vous avez finalement sur la femme aujourd'hui et la femme d'hier? Quand vous posez la question, vous parlez de la femme au Cameroun ou alors en Afrique? Au Cameroun, peut-être africaine, voilà. Par prolongement. Parce que mon ouvrage se projette, il est écrit au Cameroun, mais il se projette sur le continent et même sur le monde. Ça veut dire quoi? Par rapport à la question que vous venez de poser, le regard que je jette sur la femme au Cameroun, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que la question est... Celle de 2025, parce qu'elle aborde rarement. Oui. Elle le fait. Sur quel plan? Sur le plan vestimentaire? Sur le plan vestimentaire, oui. Tel qu'elle se présente, on voit des beaux colliers. Oui. On voit de moins en moins de jeunes filles porter des colliers, alors que c'était un élément impératif pour faire davantage rayonner sa beauté. Je comprends ce que vous essayez de dire. C'est-à-dire quoi? Nous, dans les centres urbains, dans les grandes villes, de façon prosaïque, on dit... qu'elle s'habille de moins en moins de cette manière. Mais vous savez très bien que quand vous allez dans l'arrière-pays, ça c'est le Cameroun aussi. C'est vrai. Ah voilà. Et surtout dans les parties septentrionales du pays où j'ai vécu. C'est-à-dire que dans ce recueil, il y a une partie de ma vie que j'ai passée dans le septentrion, notamment en Ngaoundéré. Et la plupart des jeunes filles en Ngaoundéré qui sont camerounaises, africaines, s'habillent comme ça. Voilées. Voilà. Je veux dire que le corps, pas totalement dévoilé. Le tissu pagne est un attribut identifiant et identificateur. Oui. Voilà, ça c'est ce que j'ai vécu. Avec un foulard. Oui. Et donc en pensant à cette première de couverture, nous n'avons pas juste pensé à la partie australe du pays, à la partie méridionale du Cameroun. Nous avons pensé, parce que aussi, dans certaines bourgades de nos villes principales, qu'on soit à Yaoundé ou à Douala, il y a toujours des zones occupées par des gens qui s'habillent généralement de cette manière. Je ne veux pas stigmatiser les quartiers. Non, du tout. Voilà. En tout cas, la première des couvertures, elle nous parle beaucoup. Parce qu'il y a déjà cette femme qui s'habille avec le foulard. Oui. Bon, dans nos contrées, vous êtes parti de quelque part pour arriver à la radio. Oui. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de femmes avec des foulards? J'en ai vu, mais quelques-unes. Mais si on part d'ici pour aller à Tinga, Mokolo, je ne veux pas parler de la briqueterie, l'école de police, toute la zone. Si on va à Douala, on va au Kachaoussa, on va à deux églises et à deux mosquées aussi. C'est pareil. La Nouvelle où j'ai grandi, c'est un quartier qui est habité actuellement en majorité par les gens du septentrion. Donc, je voudrais aussi, à travers ça, créer une certaine façon de regarder la femme, pas seulement comme celle avec qui nous vivons au quotidien. Oui. Vous comprenez un peu? Nous avons nos sœurs, nous ne sommes pas des musulmans.
une façon de se vêtir. Mais il y en a parmi elles qui s'habillent de cette manière sans être musulmans. Donc je vais créer une certaine... Je vais fédérer autour de mon ouvrage en réalité. Oui. C'est donc ça la raison du choix de cette première couverture. La fille du policier. Il ne nous a pas échappé non plus que policier était écrit en rouge, lettre de sang. Lettre de sang. Pourquoi? C'est un choix personnel et la question est d'ailleurs pertinente parce qu'avec mon éditeur, ça n'a pas été facile. Mais le choix a été finalement imposé par l'auteur, le modeste auteur que je suis, parce que le policier est écrit en rouge. Pourquoi? Parce que dans l'ouvrage, il y a une des protagonistes, un des personnages dont le papa était effectivement policier. C'est d'ailleurs la première nouvelle. Et là, oui. Et il a perdu tragiquement la vie, comme ça, dans un assassinat. Donc, c'est pour ça que le sang apparaît sur la première découverture. La fille du policier, recueil de nouvelles. Vous avez dit vos casquettes ne vous prédestinaient pas nécessairement à l'écriture d'une œuvre de création. Tout à fait. Mais vous trouvez au niveau des nouvelles, à partir de quel moment la passion se déclare en vous? Pas nécessairement pour écrire des essais, mais pour écrire des œuvres. Quelque chose, de toute façon. Mais tout commence en réalité au primaire. Quand je suis à l'école primaire comme ça, mes enseignants, à travers mes textes de rédaction, je vous parle là des affaires cours moins 1. Il fleurait déjà. Oui, ils sentaient déjà à travers mes introductions que ce gars avait quelque chose. Mais plus tard, quand je suis arrivé au lycée, j'avais plus de brillance dans les matières scientifiques, les sciences dures, comme les mathématiques et tout ça. Mais, sauf qu'ils sentaient, mes enseignants sentaient en moi la graine de quelqu'un qui pouvait écrire quelque chose. Sauf que moi-même, à cette époque, je ne le sentais pas vivement. Oui. Donc, c'est beaucoup plus tard. Chaque fois que j'avais une histoire personnelle, je la mentionnais dans un cahier personnel que je gardais, que je griffonnais. Bon, c'était pas dans l'intention d'écrire en réalité. Plus tard. Oui, c'était pas. C'était vraiment pour s'amuser. Oui, c'était juste pour garder des souvenirs, pour avoir quelque chose en mémoire. Mais c'est avec le déclic qui est arrivé quand un jour je causais avec ma regrettée mère, qui m'a dit mais pourquoi ne pas développer ça et en faire un ouvrage. Tout était parti de là. Donc j'ai épaissi les choses au fur et à mesure aussi. Et donc, ce qui a débouché sur la parution de ces livres. Cette nouvelle, désormais disponible. Et vous avez parlé de votre mère, on a bien vu aussi, ça ne nous a pas échappé, qu'il y avait la photo d'une dame en entrée de votre livre. C'est très peu ordinaire de voir cela. Vous avez décidé de mettre cette femme et tout de suite on devine que c'est votre mère. Oui, tout à fait. Et elle est partie, mais elle a laissé derrière elle certainement un homme qui saura lui rendre à elle un hommage mérité. Tout à fait. En réalité, cet ouvrage lui appartient. Parce que de toute façon, sans elle, je suis sûr que je n'aurais pas publié, concrétisé cette action, cet objectif, ce projet. Parce que si elle n'avait pas été là, ça n'aurait pas abouti en réalité. C'est pour ça que cet ouvrage lui appartient. Mais sauf que j'ai beaucoup de peine parce que aujourd'hui, je me retrouve au devant de la scène. Elle n'est plus de ce monde. C'est un peu compliqué. Elle n'aura malheureusement pas vu. Oui, elle est partie beaucoup trop tôt et surtout à l'improviste. Et donc, elle n'a pas vu la matérialisation de son projet. C'est ça ma plus grosse peine. Mais bon, on est obligé d'avancer comme ça. Il faut avancer lorsqu'on perd surtout des êtres chers. On aura l'occasion d'en parler davantage en profondeur, surtout s'arrêter sur le contenu du livre, mais je vous propose un break d'abord. With MTN Cloud Fusion, enjoy a virtual private server located in Cameroon at amazing price. Call 8400.
Pour ceux qui nous prennent en ce moment, nous recevons David de Fion et je rappelle qu'il y a un autre Fion qui vient après. Oui, vous êtes un natif de Newbel, Ngangé, à Douala au Cameroun. On a l'impression qu'il y a une relation particulière entre vous et Newbel. Lorsque je dis Newbel Ngangé, quel est le souvenir immédiat qui vous revient? Certainement ces moments passés de convivialité, de fraternité, de solidarité, comme on sait bien les reconnaître dans notre pays. Oui. La Newbel, directement, je pense à l'esprit de solidarité, d'entraide. On faisait presque tout ensemble, on se serrait les coudes. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont liées à cela. Et c'est les choses qui me reviennent. En plus, je pense beaucoup plus à mon école primaire, où tout avait commencé en réalité. En fait, c'est mon lieu de naissance, lieu où j'ai grandi. En fait, Newbel, c'est un peu comme mon village, quoi. Newbel. Oui. Alors, il n'y a pas nécessairement une bonne réputation lorsqu'on parle de Newbel. C'est vrai. Que se passe-t-il? Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu à Newbel qui a amené finalement les gens à avoir une opinion tout à fait défavorable à l'endroit de cet environnement? Je comprends très bien. Vous savez, les quartiers sensibles ont toujours cette réputation en général. Oui. On peut être à Yaoundé, on va parler de tabac. Oui. Et toi, Meki, Melaine. Mais voilà. C'est à peu près pareil. Sauf qu'avec le temps, ça a beaucoup changé. Et puis, les mentalités ont changé. Les mentalités et puis le cadre de vie aussi, c'est beaucoup amélioré. Vous allez voir qu'à Newbel, les lampadaires partout, c'était pas le cas. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas ça. Il paraît que là-bas à Newbel, quelquefois, on passait par les vérandas des gens pour pouvoir continuer. C'était difficile à l'époque, et puis il y a tellement de réalités comme ça, les toitures qui coulaient, les inondations. Fait déménager lorsqu'il commence à pleuvoir un peu. Il fallait dégager la maison, c'est dans ces conditions que nous autres, nous avons grandi. Alors, quand on grandit dans un milieu comme celui-là, on va pas dire défavorisé, mais peut-être pas suffisamment favorisé. Comment est-ce qu'on se sent? On arrive à avancer, à tutoyer le reste du monde comment? On se sent comme quelqu'un qui est obligé de réussir dans la vie. Tu sens la pression que peut-être un enfant qui vit à Basto, soit Bonapriso, vous n'avez pas la même détermination à réussir. Parce que l'avantage avec ça, c'est que déjà très tôt, on est conscient de ce qu'on est obligé de faire, de ce qu'on doit réussir dans la vie. Absolument. Absolument. Là, on prend conscience de ça très tôt. Et c'est déjà ça un avantage. Et si vous avez souvent écouté ou suivi les interviews de Samuel Eto'o et de tous les autres, que ce soit les Christian Bassogog, ceux qui ont grandi dans des milieux difficiles, Pascal Siakam, et là je vous parle là des voisins. Vous voyez, c'était vos voisins à Newbel? Oui, juste ce sont ici. Samuel Eto'o fils, Soko, je parle de Pascal Siakam surtout, qui n'est pas très loin de notre maison familiale là. Donc, vous voyez, ils tiennent à peu près le même discours que nous autres. Nous sommes à peu près comme les ambassadeurs de cette localité, de cette zone. Il y en a tellement, ils sont nombreux. Il y a des étoiles aujourd'hui qui sont partis de Newbel, hein? Presque tous. Oui. Vous voyez, j'ai oublié de mentionner Richard Bouna par exemple aussi. Ça sont les enfants de Newbel tous. Donc, c'est-à-dire que finalement les enfants de Newbel réussissent facilement parce que l'environnement est difficile? Je ne sais pas si c'est une bénédiction particulière, mais ce dont je suis sûr, c'est la détermination. Là. Il faut sortir de là. C'est à travers cette détermination. C'est notre principal carburant qui nous permet de nous hisser à un certain niveau. C'est pas que nous avons plus ou moins que d'autres, c'est juste que on a quelque chose qui nous pousse à sortir de la galère. On dit la niaque. Oui. Il faut sortir, il faut réussir. Cette force, c'est à peu près ça. Donc, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que la moitié du chemin a été quand même parcouru? J'ai écrit, dans l'hommage que je rends à la maman dans l'ouvrage, j'ai écrit que je pense que je ne suis qu'au tout début. Ce n'est pas pour dire que je n'ai encore rien réalisé. Vous avez fait des premiers pas. Oui, donc je pense que j'en ferai davantage. Beaucoup plus. Oui, ça pour moi je n'en ai pas de doute. La fille du policier, c'est 6 nouvelles. 7 au total. 7 au total, pour être précis. Alors, déjà dans la première nouvelle, on parle de la fille du policier. Alors, avant de parler de la fille du policier, il faut remarquer que vous nous faites savoir déjà en avant-propos qu'il s'agit quand même d'une partie de votre vie, quelquefois de vos, on appelle ça journal intime. Tout à fait. Alors, moi déjà, je ne savais pas que
aujourd'hui au Cameroun, on tenait encore on pouvait tenir. Je ne pouvais pas savoir. Surtout les hommes. Parce que les femmes, généralement, ça se fait, mais les hommes... Alors, on a tenu un journal intime pendant plusieurs années, alors. Je vous ai dit tantôt, depuis le primaire. Hein. C'était des notes que je griffonnais comme ça, que je conservais. Ça a surpris beaucoup de monde quand même. Et tu es capable de garder ça pendant autant d'années et tout ça. Donc j'ai griffonné et puis bon... Ça donnait ce que ça donnait. Oui, c'est ça en fait. Et pour faire de ces informations-là, et en plus d'autres, un recueil de nouvelles, combien de temps vous avez pris pour vous asseoir et collecter tout cela? De manière concrète. Hormis les périodes où j'ai griffonné, je laissais tomber. Et puis, de manière concrète, ça m'a pris à peu près 6 mois. 6 mois? Oui, d'écriture. Pour peaufiner le projet et tout ça, oui, 6 mois, on pourrait dire 6 mois, 7 mois environ, à peu près comme ça. Oui. Si on veut prendre jusqu'à l'apparition et la publication, on va aller jusqu'à 1 an. Ça va chercher dans les 12 mois à peu près. Un travail intense, acharné. Oui. Et le résultat, on en est satisfait aujourd'hui? Totalement satisfait. Sauf que vous savez... C'est un peu comme le disque d'un artiste chanteur, c'est-à-dire quand il sort, au moment où lui-même il écoute la chanson, après la sortie de l'album, il trouve toujours qu'il y a des choses à... Chaque fois que je le relis... Vous avez l'impression qu'il y a des choses à retoucher. À retirer. Ça, on a toujours... En fait, si on se fie à ça, c'est que le livre ne paraîtra jamais en fait. C'est parce qu'on aura toujours envie de rectifier quelque chose. C'est ça le principe de l'artiste en fait. Oui. À quel moment l'éditeur vous a dit, là ça va, c'est bon, on peut... En fait, c'est moi qui ai décidé à un moment donné que non, là il fallait quand même que le livre paraisse parce que ça commençait à traîner un peu. Lui il était en stand-by. Il attendait que je prenne la décision. Donc, quand moi j'ai décidé de me lancer, j'ai dit qu'à un moment donné, quelles que soient les imperfections, on va avancer comme ça et puis... Ça va donner. Oui. La fille du policier, Nicaise, Vanessa ou Merveille, c'est la toute première nouvelle. Tout à fait. C'est une belle histoire, mais on ne va pas la raconter. Parce qu'on va laisser le soin au lecteur d'aller découvrir. Mais à l'intérieur, quelles sont notamment les grandes leçons, les éléments clés à retenir de cette première nouvelle? Chapitre 1 a sa particularité. C'est 3 histoires imbriquées dans un seul chapitre. À travers 3 personnages que sont Nicaise, Vanessa et puis Merveille. À travers ces 3 personnages, de façon globale, Nicaise, c'est parmi les premiers amours de ma vie. Là, c'est vous-même? Oui. Vanessa, c'est cette fille que j'ai rencontrée étant déjà adulte, un homme, et qui m'a posé d'énormes problèmes. Et Merveille, comme son prénom ne l'indique pas, elle m'a tendu la main. Elle a été une merveille. Merveille, à un moment où j'ai failli perdre la vie. Voilà à peu près. Je ne peux pas en dire plus. Les gens vont lire. Tout à fait. 3 femmes, 3 profils. Et 3 destins. 3 destins. Une qui était là pour vous tendre la main au bon moment, une qui vous a tordu. C'est comme ça un peu. Hein. Oui. On va rencontrer des femmes, des bonnes, des mauvaises. Bon, je ne veux pas dire des mauvaises, des moins bonnes. Des moins bonnes. Des moins bonnes. C'est mieux comme ça. C'est peut-être pour parler à ceux des jeunes, la jeune génération. On va dire que l'amour, ce n'est pas nécessairement le bonheur. Ou on peut trouver le bonheur dans l'amour. On trouve nécessairement le bonheur dans l'amour. Mais l'amour n'est pas nécessairement le bonheur. Oui. C'est philosophique un peu, mais je le dis par rapport à mon expérience personnelle. Voilà. Il y a beaucoup de visages féminins dans vos nouvelles. Vraiment beaucoup de visages féminins. C'est très important. Et la précision et la remarque est pertinente dans la mesure où moi, celui qui a vraiment lu et qui a compris va s'interroger sur l'auteur et son positionnement. C'est-à-dire quoi concrètement? Pourquoi il écrit sur les femmes, sur les filles? Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut écrire. D'autres sujets. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Même plus un politologue. Mais proche. Oui. En plus, ça n'a rien à voir avec la science politique. Rien du tout. Les affaires personnelles.
Donc, quand vous posez la question, allez-y. Quand un enfant naît issu d'une famille monoparentale, où c'est la mère qui joue le rôle de père, le rôle de mère, il ne peut qu'être porté à rédiger sur les femmes. Oui. Parce que ce sont les femmes qui ont fait de lui ce qu'il est, notamment ma chère maman. Donc c'est un instinct naturel. C'est à peu près ça la réponse que je peux donner à ce niveau. Vous donnez là peut-être la possibilité de poser une question qui peut être complexe sur la question, enfin la monoparentalité. Est-il facile pour une femme aujourd'hui, dans notre contexte, de gérer, d'élever ses enfants seuls? J'ai d'ailleurs un ouvrage que je suis en train de préparer là-dessus. Ce n'est absolument pas facile, c'est même très difficile. Encore plus dans le contexte camerounais. Oui. Vous voyez une maman fonctionnaire qui se bat seule avec ses 2 gosses, à les élever. Si je ressemble à peu près quelque chose aujourd'hui, c'est seulement grâce à elle et à ses efforts seuls. Oui. Donc ça, pour répondre directement à votre question, ce n'est pas du tout facile. Et c'est un problème dans notre société. Un problème sérieux. Parce qu'il y a de plus en plus de familles. Famille, femmes, celles s'occupent de sa progéniture, c'est de plus en plus. Bon, ce sont des rares cas, mais oui, également des hommes qui s'occupent seuls de leur progéniture. Mais c'est très rare. Oui. Il y en a très peu. C'est surtout les femmes qui subissent cette... moi j'appelle ça cette injustice, c'est terrible. Est-ce à dire que les hommes sont irresponsables dans la plupart des cas? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes un homme, donc qu'est-ce qui pourrait bien pousser un homme à quitter tout de suite sa femme avec ses enfants? Il ne quitte pas sa femme. C'est-à-dire que vous commencez une relation, vous êtes amants, vous vous mettez ensemble. À un moment, pour une raison, pour une autre, vous vous séparez. Et le monsieur s'en va, généralement il abandonne les enfants à la charge de la femme. À la charge de la femme. Ça, c'est les cas les scénarios les plus répandus dans notre société. Si on était dans une autre plateforme, je vous aurais énuméré certainement les raisons pour lesquelles ça se passe souvent comme ça. Il y en a tellement. Il y a des responsabilités aussi dedans quand même. Énormément. Énormément. Et des missions parentales, ça commence quand un garçon a engrossé une fille, un jeune homme, et puis il nie la paternité de cet enfant. Donc tout part de là. Oui. C'est avec le temps donc ces affaires, ces phénomènes irradient la société camerounaise. C'est un réel problème et c'est très grave. C'est difficile. C'est très grave. Vous avez dit, il y a plusieurs raisons nécessairement et donc chaque histoire, chaque cas a sa particularité. Deuxième chapitre, Aline, celle qui veillait sur vous. Toujours des femmes qui veillent sur vous. Sonia, elle, à la base d'une affaire de chaussures. Les femmes et l'argent. Et surtout les idées. Parce que quelquefois, il y a des femmes qui ont de bonnes idées. Il y a des initiatives. D'autres aiment avoir des présents. Tout à fait, les titres évocateurs. C'est-à-dire là, ça c'est l'idée que vous êtes fait directement en lisant le titre, chapitre 3, Sonia, à la base d'une affaire de chaussures. Oui. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire. Sauf que je voudrais que les gens le lisent et qu'ils l'achètent. Oui. J'arrive dans un établissement, dans une ville où je connais personne. La maman vient d'être affectée et tout. On m'amène dans un établissement scolaire encore en chantier. Je suis pas content, moi. Mais je viens de Douala où j'ai fréquenté cet établissement. Ressemblement à quelque chose. On propose un établissement encore en construction. Un stade embryonnaire. C'était dans les débuts là. Il y a une salle de classe là et tout. Obligé d'aller parce que la décision est prise par la maman et tout. Bon, on y va. Sauf que je ne sais pas ce qui m'attend là, parce que dès que j'arrive au lycée là, je me rends compte que mes yeux tombent sur des choses extraordinaires et puis bon, tout est parti de là. Mais à la base, une affaire de chaussures, parce que la personne dont je parle, effectivement, portait la même paire de chaussures que moi à cette époque-là. D'accord.
Ça a donc créé le déclic, attiré mon attention. Donc, pour ne pas en dire plus. Ce sont des retrouvailles. Tout à fait. Et aussi la fille du préfet, le sous-préfet. La fille du sous-préfet, ça c'est dans la partie septentrionale du Cameroun. J'ai passé 3 ans de ma scolarité à Ngaoundéré. Et donc c'est là-bas que je l'avais rencontré. Vous êtes un Camerounais qui a beaucoup marché. Oui. Vous avez... Ça, il faut le dire. Et les voyages, ça forge et ça forme la jeunesse. Oui. Il y a des choses que j'ai découvertes dans la partie septentrionale du Cameroun que je n'aurais jamais découvertes si je n'avais pas vécu dans cette localité, dans cette zone, durant mon périple. Donc, c'est quelqu'un que je rencontre de manière inattendue. Et la relation m'a d'autant plus marqué que c'est elle qui a, je crois, c'est elle qui a le plus mis long. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'elle en fait partie, effectivement. Pour revenir sur le cas d'Aline. Oui. Aline, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie parce que à l'époque, j'avais l'air très fragile. J'étais encore un enfant frêle et tout. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a pris sous son aile de manière naturelle. Ça s'est passé comme ça et puis c'est resté dans ma mémoire. Donc, et on l'a gardé. Et M. Victor Hugo disait, quand je parle de moi, je parle de mes histoires. C'est de vous que je parle. C'est pour ça que ces messages s'adressent à la postérité. Et pas seulement... C'est vrai qu'à travers mes histoires, les autres vont s'identifier. Se reconnaître nécessairement. Voilà, c'est ça. Est-il facile de se dévoiler? De parler de soi, c'est souvent... Absolument pas, c'est pas facile. Surtout dans les sociétés pudiques comme les nôtres. Oui. C'est-à-dire que c'est chacun qui veut garder ses choses. C'est chacun qui ne veut pas raconter sa vie, comme on dit, exposer sa vie sur la place publique. C'est vrai. Sauf que le mien, mon positionnement a un but pédagogique, un but de sensibilisation. Je veux pousser les autres à s'améliorer à travers mes histoires. Oui. C'est ça le but. Quand je parle de timidité, j'étais quelqu'un de très... C'est-à-dire que à l'époque, je n'aurais pas été capable de m'asseoir dans un studio climatisé comme celui-ci, avec parler. un casque et un micro devant moi et puis parler. D'ailleurs, j'aurais décliné votre invitation d'abord. Très rapidement. Direct. Oui, direct. C'est-à-dire que j'éteins le téléphone et tout, donc c'est un peu ça. Oui. Et qu'est-ce qui a participé à vous transformer? C'est toutes des rencontres que j'ai faites là. Ça m'a permis de sortir de ma coquille. Oui. C'est-à-dire que quand, par exemple, la timidité vous fait perdre quelque chose d'important dans votre vie, ça vous pousse à en sortir pour ne plus perdre la prochaine fois. C'est ça, le manque de confiance en soi. Quand ça vous fait perdre quelque chose de cher, quand vous loupez une opportunité à cause du manque de confiance, vous vous dites que la prochaine fois, il faudrait que je sorte de ce manque de confiance pour ne plus passer à côté des opportunités qui se présentent à moi. Et là, vous allez vous battre d'une manière ou d'une autre à en sortir. Moi, j'avais peur d'affronter la gente féminine. C'était compliqué, beaucoup plus jeune. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, beaucoup moins. Je n'ai plus de problème en réalité. Comment est-ce qu'on arrive à combattre sa timidité? Vous avez vécu, vous l'avez été, donc forcément, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir évoluer. Tout à fait. Il y a déjà, dès que le problème se pose, quand on commence à être conscient de ce dont on souffre, c'est ça, c'est la première thérapie. Ensuite, il faut savoir que l'activité physique et sportive n'est pas faite que pour réguler le cœur. Oui. La plupart des sportifs sont des gens qui, à la base, sont des timides, des grands sportifs. Ah, d'accord. Vous voyez? Et je pense aussi, ça c'est, je parle de ce que moi, j'ai appliqué pour en sortir. Il faut nécessairement que nos jeunes... Vous savez, quand on était au lycée, quand on présentait un sujet d'exposé,
jusqu'à l'université, ce problème se pose. Quand on demande aux élèves, vous allez vous placer en face de vos camarades pour présenter votre exposé. Mais c'est un spectacle terrible. Vous voyez, c'est le plus courageux qui tient la copie et les autres se cachent derrière lui. Non, vous avez vécu ça? Oui. Oui. Le problème de prise de parole en public, c'est-à-dire que vous vivez avec des gens pendant 9 mois. Au moment où l'exposé arrive, vous avez peur de vous exprimer en face d'eux. Vous ne voyez pas que c'est une maladie. Il y a une grosse difficulté. Il y en a qui sont vraiment terrorisés. Je vous dis, jusqu'à l'université, j'ai été à soi. J'ai vécu des choses. Des gaillards qui ont peur de prendre la parole en public en face de leurs camarades. Donc, vous passez tout un semestre ensemble. Quand arrive le moment de lire un texte qui a été rédigé, vous voyez la main qui tremble. C'est extrêmement grave quand même. Il y en a donc qui ont perdu à travers ces attitudes, ces comportements, ces entretiens d'embauche. C'est-à-dire que le mec arrive là, monsieur, asseyez-vous, on pose une question, il la frousse, a pris le dessus, le gars il perd ses moyens. Il ne trouve pas les mots. Ah oui. Donc à travers la lecture de ce livre, ils sauront comment en sortir. C'est très important. Il y a cette nouvelle, je vais dire ce 7e chapitre, si vous voulez, Mélissa, le choix entre amitié et amour. Comment est-ce qu'on fait le distinguo entre l'amitié et l'amour? Concernant ce chapitre, quand je dis le choix entre l'amitié et l'amour, on est dans des sociétés assez complexes quand même. Vous savez que si vous et moi, nous sommes des amis proches, et que vous avez une sœur que je convoite et que je sollicite, ça ne va pas vous plaire parce que on est amis. Vous estimez qu'on est amis et qu'il ne faudrait pas que, comme on a l'habitude de parler des femmes, que votre sœur... Ouais, moi je suis clair là-dessus. C'est-à-dire que c'est donc ça la problématique de ce chapitre. Je rencontre une voisine par hasard comme ça. Sauf que par pure stratégie, je tisse mon amitié avec son petit frère pour mieux me rapprocher d'elle. Vous voyez un peu? Mais ce que je ne prévois pas dans cette affaire, c'est que l'amitié entre son frère et moi va se développer et devenir une amitié sincère. Ça rend donc les choses compliquées. Vous voyez un peu? C'est donc ça. La loyauté voudrait quoi? Tu t'intéresses à elle, que tu t'adresses à elle directement. C'est ça. Que tu ne passes pas par son frère. Par quatre chemins. Non. Pas trouver des prétextes. C'est ça en fait. D'accord. Femme brune, du ciel répondit la pleine lune. Mais il faut me donner ton enfant le premier dès qu'il te sera né. Celle qui pour un homme son enfant immole bien que l'aurait aimé. L'une tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Hijo de la luna, d'un jupon cannelle naquit l'enfant, tout comme l'hermine, il était blanc. Cette prunelle grise, ta couleur olive, vit sa vinance de lune. Maudit sois-tu bâtard, t'es le fils d'un gâteau, t'es le fils d'un blafard. L'une tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Hijo de la luna,
Logitant se croyant déshonoré, couteau en main sa femme à la trouver. L'enfant n'est pas de moi, tu m'as trompé, je vois à mort, il la blessa. Et l'enfant dans ses bras, la colline il monta là-haut, l'abandonna. Idiot qui ne comprend pas la légende qui comme ça dit qu'une gitane implore à la lune jusqu'au lever du jour. Pleurant elle demandait un gitan qui voudrait l'épouser par amour. Tu auras ton homme, femme brune, du ciel répondit la pleine lune. Mais il faut me donner ton enfant le premier dès qu'il te sera né. Celle qui pour un homme, son enfant immole, bien peu l'aurait aimé. L'une tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Hijo de la luna. D'un jute en cannelle naquit l'enfant, tout comme l'hermine, il était blanc. Ses prunelles grises, ta couleur olive, vit sa vinance de lune. Maudit sois-tu bâtard, t'es le fils d'un gâteau, t'es le fils d'un blafard. Lune, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Hijo de la luna. Le gitan se croyant déshonoré, couteau en main sa femme à la trouver. L'enfant n'est pas de moi, tu m'as trompé, je vois à mort, il la blessa. Et l'enfant dans ses bras, la colline il monta là-haut, l'abandonna. L'une tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Hijo de la luna. Et les soirs où l'enfant joue et sourit, de joie aussi la lune s'arrondit. Et lorsque l'enfant pleure, elle les croit pour lui faire un berceau de lumière. Et lorsque l'enfant pleure, elle les croit pour lui faire un berceau de lumière. Pause. Il est 16h. Pendant ces vacances, vise la rentrée sans stress. Il y a 1000 bourses scolaires à partager par Orange. Tape dièse 111 dièse ou rendez-vous sur MaxHit. Orange est là.
La fille du policier, ce recueil de nouvelles, publié aux éditions de Midi. Alors, il y a quand même une mention en guise d'avertissement qu'on peut lire: toute ressemblance avec les personnes et les lieux existants ou ayant existé ne saurait être que pure coïncidence. On se pose la question, pourquoi vous avez dit que c'était vous? Enfin, c'est votre vie. Donc forcément, les personnages ne sont pas fictifs. Elles existent bien. Pour les personnages, tout est réel. Tout est réel. Pour les personnages, tout est réel. Sauf que pour étoffer l'art du storytelling, il fallait apporter un peu de fiction pour embellir les histoires. Donc pour des filles qui n'étaient pas très jolies, on leur a donné un peu de beauté. Tout était joli, mon frère. Tout était joli. Oui. Donc très joli même d'ailleurs. Vous comprenez un peu. On sent de la nostalgie. Je n'ai pas épaissi au niveau de la beauté des personnages. Là, c'était vrai. Oui. Peut-être les là, le storytelling, c'est le scénario, les différents scénarios. Oui, il y a des retouches quand même. Il faut le reconnaître, mais pas dans le sens de travestir les histoires en réalité. Est-ce que l'une des filles citées dans les nouvelles a déjà eu à lire le livre? Pas encore. Tout à fait. Une l'a fait. La première à avoir acheté d'ailleurs, c'est vrai qu'elle ne vit plus au Cameroun. Elle a acheté le livre. C'est la fille du policier? Elle s'appelle Nikes. 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 Et quel était finalement son sentiment après avoir regardé, lu? Parce que quand on vit une histoire... Avant l'achat, je lui avais dit de faire œuvre de critique littéraire. Oui. Sans complaisance. Et donc, quand elle a reçu l'ouvrage, elle a fait le travail de critique. C'est vrai qu'il y avait l'émotion en plus parce que il y a une partie qui la concerne. Oui. J'ai été royalement brocadé. Sur cette partie, elle ne s'est pas reconnue là-dedans. Mais c'est pas moi. Je lui ai dit qu'il y a fuite de mémoire. On a chopé là-dessus pendant longtemps. Il y a tellement de choses. Les échanges étaient houleux quand même, mais bref. À la fin, on a quand même pu trouver un terrain d'entente. Tout à fait. Tu es d'accord à la fin? Oui. Surtout qu'il est très difficile. Il est très difficile en réalité de parler de soi. Il est difficile de garder en mémoire un certain nombre d'événements. C'est vrai. Heureusement, vous aviez votre aide-mémoire, votre journal intime qui vous a permis d'être un guide. Alors finalement, aujourd'hui, vous vous dites qu'il faut des perspectives pour écrire d'autres livres, ou alors on va d'abord se concentrer sur la fille du policier. Il faudrait d'abord que je puisse l'exposer au grand public. Et on s'inscrit dans un plan média qui sera mis en place très bientôt pour le promouvoir davantage. Et donc j'espère que mon passage à Royal FM sera la rampe de lancement de ce plan média à travers le Cameroun. C'est ça mon but à moyen terme. La création n'est pas du tout un exercice, c'est pas un exercice facile. Tout à fait. Lorsque vous avez rédigé votre travail, il y a eu forcément la relecture, beaucoup de relecture, beaucoup de retouches. Galère sans fin, quoi. Comment est-ce qu'on se sent quand on est à un livre qu'on expose, peut-être lorsqu'on pense qu'on a tout écrit, bien écrit, et que plus tard on vous demande de retirer un aspect du livre, de compléter tel autre, ou bien d'utiliser plutôt tel temps de conjugaison et pas un autre? Moi, si je dois parler de moi à titre personnel, moi, les remarques, moi, je les aime en réalité parce que si c'est dans le but de construire l'ouvrage et de l'améliorer, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai pas de problème à ce niveau. Donc, moi, je suis plutôt accessible aux critiques. J'ai pas de problème avec ça, les retouches, les relectures, tout ça. Je sais que ça fait partie du processus de construction d'un ouvrage. Tout à fait. Il faut pouvoir le comprendre. Tout à fait, c'est tout simplement cela. Aisément. Oui. La fille du policier, la nouvelle, vous avez dit, elle est lancée. Maintenant, pour les jeunes filles, celles qui certainement nous écoutent en ce moment, pourquoi est-ce qu'elles devraient lire ce livre, le vôtre? Elles devraient le lire pour savoir comment se comporter, généralement avec les garçons timides, qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin d'assurance et ne pas les lâcher comme ça
Parfois on dit que ce sont les garçons princesses. Hein. Parfois, je crois que c'est le nouveau mot. Hein. Parfois en voulant se comporter comme ça, on peut passer à côté de l'homme de sa vie. C'est ce que je veux leur dire à travers cet ouvrage. C'est très important. Il faut savoir écouter, savoir comment prendre ses bases et prendre soin notamment de celui qui peut être taciturne quelquefois et ne pas parler beaucoup. Oui. Pourquoi la nouvelle n'est pas un essai? Je ne me sentais pas encore prêt pour un essai. Et donc, comme c'est mon premier jet, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un recueil de nouvelles. Vous savez, pour revenir à votre question précédente, quand j'ai discuté avec l'un des personnages, elle me dit, est-ce que tu sais que c'est ta timidité qui m'a attiré vers toi? Je lui dis, ma soeur, est-ce que tu sais que c'est à cause de cette timidité que j'ai écrit ce livre? Parce que cette timidité m'a fait perdre beaucoup de choses. Ou un peu dans quoi on se retrouve là. Vous êtes, quelqu'un vous attire, vous attirez, vous êtes, qu'est-ce que je vais dire? Quelqu'un vous aime parce que vous êtes timide. Or, en vous, vous sentez que cette timidité vous crée des problèmes. Que c'est un frein en quelque sorte. Oui. Voilà à peu près. Pour revenir à la question suivante, c'est que moi j'ai écrit parce qu'il fallait exprimer quelque chose. Comme on dit, il y a une énergie qu'il fallait extérioriser, qu'il fallait déployer. Et donc, il fallait que je le fasse. Mettre tout cela dans un livre. On dit que les écrivains sont des immortels. Donc, je crois que j'ai immortalisé cette partie de ma vie à travers cet ouvrage. C'est une réalité. Voilà. Vous avez dit en guise de solution, il y a quand même beaucoup d'éléments en guise de solution. La première leçon, c'est qu'il faut capter au-delà du sentiment de l'amour ou du désir. Il faut saisir sa chance dans la vie. Parce qu'il n'y en a pas toujours, tout le temps. C'est-à-dire que les opportunités qui se présentent, généralement, qui sont les meilleures de la vie. Elles sont ponctuelles. Non, elles sont ponctuelles. Elles arrivent et elles partent. Ah oui. Il faut saisir. Parfois, elles ne reviennent plus. Oui. D'autres éléments, c'est qu'il faut s'armer de courage. C'est très important. Vous savez, la peur embête et stupide. Quelle que soit la situation, ne jamais céder à la panique. C'est très important de garder son sang-froid. C'est facile à dire, certes, mais avec un travail précis, on peut y arriver. Oui. Je pense que c'est ça. Il faut s'armer de courage. Et à l'intérieur de votre livre, vous faites savoir que le courage, ce n'est pas le fait d'aller prendre des drogues. Ça ne donne pas nécessairement le bon courage. Vous savez dans quoi on vit là actuellement dans nos sociétés. La toxicomanie a pris des proportions qu'on ne contrôle plus. Très inquiétant. Oui. Oui. Et donc parfois, quand il nous arrive de discuter avec ces jeunes, ils nous disent que grand frère, nous on prend ça parce qu'on veut se sentir mieux. On veut parfois avoir le courage de faire telle ou telle autre chose. Vous voyez un peu? C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme en leur disant que non. Bien au contraire, ça va vous rendre encore plus faible. Oui. Et vous serez accro à ça. Dépendant. Oui. Au lieu de trouver une solution, vous allez plutôt vous enfoncer, quoi. Et vous dites aussi que une autre morale. La troisième morale est relative au culte de l'excellence. Il faut cultiver l'excellence. Il faut être brillant dans nos études. Fondamental. Il faut être brillant. Dans un contexte où les gens imaginent que l'on peut devenir riche en une fraction de seconde. Une fraction de seconde. Le culte de la facilité, le travail mal fait. Vous voyez, je suis arrivé dans un lycée à Douala. J'étais juste un anonyme, un élève parmi tant d'autres. Mais ce sont mes résultats scolaires qui ont plaidé en ma faveur et qui ont imposé du respect vis-à-vis de ma petite personne. Oui. Vous comprenez un peu? Tout à fait.
Ça, c'est très important. Il faut inculquer cela aux jeunes. Oui. Que ça travers vos études, que vous serez respecté. Il faut bosser dur. Tout l'estime que vous voulez avoir, aussi bien auprès de la gente masculine, mais surtout encore auprès de la gente féminine. C'est très important. Il faut bien se former aussi, pour sa vie. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils sachent que ce n'est pas en claquant des milliers de francs. Non. Au fond, ça va prendre un temps, mais c'est que vous êtes réellement en valeur intrinsèque. C'est que vous gardez pour toujours. Il faut être dynamique, vous dites également dans le livre. Oui, faut pas. C'est quel type de dynamisme? Le dynamisme, il faut être entreprenant en fait. C'est ça le dynamisme dont je parle. Oui. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut aller vers les opportunités. Quelles que soient les difficultés, nous savons que nous vivons dans des sociétés qui ne sont pas faciles. Il faut se battre. Il faut se battre. Parlez-nous un peu de la collaboration avec les éditions du Midi. Quelquefois, ce n'est pas souvent facile avec les maisons d'édition. Tout à fait. J'espère que ça s'est bien passé. Globalement, ça s'est bien passé puisque l'ouvrage est disponible. Donc, mais j'avoue que moi, faisant mes premiers pas dans cette aventure, il y a des aspects que je ne maîtrisais pas. Et donc, on avait du mal parfois à s'entendre avec l'éditeur qui voulait parfois qu'on aille à droite, alors que moi, je voulais aller à gauche et vice-versa. Donc, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est une maison d'édition que je ne connaissais pas. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Oui. Et donc, sa maison d'édition m'a été recommandée par un ami commun comme ça. Je l'ai rencontré. Puis bon, on a commencé à travailler ensemble. Jusque-là, je ne suis pas déçu. Et tout se passe bien. Et surtout qu'il a pignon sur lui, c'est quelqu'un qui est connu. Quelquefois, il faut avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un pour permettre d'étendre le réseau. Oui, il est quelqu'un qui est connu et c'est pas plus mal. Alors, on va bientôt se séparer, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui est attendu du lecteur? Qu'il achète, parce qu'il y a un problème dans ce pays. Les gens n'achètent pas les livres. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gens, pas autant qu'on voudrait qu'ils les achètent. Il y en a qui lisent, qui achètent. Ils estiment que quand on fixe le prix à un certain montant, oh, tu as exagéré. Mon frère, c'est trop cher. Comment tu fais ça comme ça? Est-ce que la connaissance a un prix? La connaissance n'a pas de prix. Le savoir n'a pas de prix. Ouais. Donc voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Il faudrait que le lecteur l'achète, qu'il le lise et qu'il essaie de pratiquer ce qu'il y a dedans. Tout ce que je leur demande, nous leur demandons. Et il faudrait vraiment que... Des émissions comme les vôtres ici, elles sont rares. Oui, c'est vrai. Ah oui, il n'y en a pas assez. On les compte sur le bout. Donc il faudrait plus d'émissions de livres au Cameroun? Il faudrait plus d'émissions, aussi bien en télé qu'en radio. Il faudrait plus d'expositions, même sur les réseaux. Mais est-ce que les Camerounais lisent finalement? Ils sont plus à danser, le bolé et autres. Les Camerounais sont attirés par ce qui fait plus de bruit. Et je vais repréciser ma pensée. Les Camerounais lisent. Oui. Ils lisent comment? Et quoi? Quand quelqu'un passe. Le plus clair de son temps. Sur Facebook. Il lit beaucoup. Telegram. Ce qu'il fait là, c'est quoi? C'est la lecture. La lecture. Et voilà. Sauf qu'ils n'en sont pas généralement conscients. Voilà tout le problème. C'est tout l'enjeu. Il faut savoir comment procéder pour les ramener. Peut-être que le livre physique, mais moi je pense que... Mais déjà, depuis sa parution, le livre se comporte bien en termes de vente. Il n'y a pas... Ça va... Moi je me dis que la vitesse de croisière sera atteinte au moment où on va vraiment lancer... On va déployer le plan média. Je pense que c'est ça. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être passé à la radio, David Fion. Et peut-être vous dire bonne continuation. Merci à vous et... On espère que la dédicace arrive bientôt. Très bientôt. Et je vous en prie, merci pour l'invitation encore. Ce fut un bon moment.